Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Forum Low-Tech si on vous a déjà pas souhaité la bienvenue, et merci à tous et à toutes d'être venus en si grand nombre pour cette première table ronde. Nous sommes deux étudiants et étudiantes de l'option projet ingénierie des low-tech, et ensemble on va parler low-tech et enseignement supérieur. Mais avant de débuter cette première table ronde, je vais laisser David Chalet, directeur de la formation de notre école centrale Nantes, pour introduire cette table ronde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, bienvenue à l'école centrale de Nantes pour ce forum sur la low-tech qu'on a initié il y a quelques années maintenant et qui prend d'année en année de plus en plus d'importance dans le paysage nantais, mais pas que. On a un public assez varié, diversifié aujourd'hui. Pour nous, c'est un véritable enjeu d'accueillir ce forum au niveau de l'établissement, puisque l'école s'est engagée déjà depuis quelques années au niveau du développement durable et intègre ces valeurs de façon assez importante dans le cadre de sa formation. Et la formation en tant que telle évolue d'année en année en intégrant ces enjeux-là qui nous semblent importants pour former l'ingénieur de demain et laisser la possibilité à nos jeunes étudiants d'aujourd'hui d'être ingénieurs et de pouvoir répondre aux défis qui s'annoncent assez importants dans différents domaines liés au développement durable. Donc c'est pour cette raison que finalement la formation dans l'école a un petit peu évolué avec l'émergence de nouveaux formats, notamment au niveau des options projets, qui sont un cadre assez spécifique et qui permettent justement aux étudiants de s'impliquer dans des projets assez fortement. Et a vu le jour il y a quelques années maintenant une option projet autour des low-tech qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années, qui intéresse de plus en plus d'étudiants au sein de l'école, mais aussi dans d'autres établissements partenaires. Et certains étudiants de ces établissements souhaitent intégrer cette formation, demandent à venir chez nous pour pouvoir être sensibilisés et formés dans ce domaine-là. Voilà, donc c'était tout ce que je comptais vous dire un petit peu aujourd'hui pour introduire ce moment de discussion, cette table ronde cet après-midi. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, parce que ça va durer jusqu'en début de soirée, cette journée-là. Et n'hésitez pas à faire le tour de l'ensemble des stands d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et d'échanges à mener avec différents acteurs. Merci, puis bon après-midi. Merci Monsieur Chalet pour votre intervention. Alors, pourquoi la low-tech? À l'heure actuelle, où il est indispensable que l'on remette en question les modèles de société insoutenables dont nous héritons, la low-tech est une démarche qui permet le respect des contraintes climatiques, environnementales et sociales. Pour celles et ceux qui la connaissent, la théorie du donut fournit des objectifs de soutenabilité pour ne pas dépasser les limites planétaires, tout en permettant de subvenir à tous les besoins humains, rester au-dessus du plancher social. La low-tech offre alors des moyens d'atteindre ces objectifs et d'ainsi rentrer dans le donut. Dans un langage qui soit plus adapté à une école d'ingénierie, la low-tech est une démarche d'innovation sous contrainte, puisqu'à la fois elle intègre les contraintes techniques habituelles, mais en plus les contraintes liées aux limites du donut, les limites planétaires et les contraintes sociales. Nous allons discuter ici de l'application de cette démarche low-tech à l'enseignement supérieur. Comment et pourquoi permettre son déploiement, sa généralisation, et ce, pas uniquement en enseignant la low-tech, mais aussi et peut-être surtout par un format d'enseignement qui soit plus low-tech. Alors, avant de commencer cette table ronde, nous vous rappelons que celle-ci sera enregistrée et diffusée très prochainement sur la chaîne YouTube de Centrale Nantes. On a le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Cécile Le Sauce de chez Explore, Mathieu Lecaille, ancien diplômé de la première promotion ingénierie des low-tech, et Damien Michaud du Shift Project. Donc, je vous laisse vous présenter tour à tour brièvement et expliquer votre lien avec votre activité de low-tech et enseignement supérieur. Ne nous battons pas.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Cécile Le Sauze. Je représente aujourd'hui le fonds de dotation Explore. Donc je pense que Roland et Emmanuel ce matin vous ont déjà un petit peu expliqué ce qu'était le fonds de dotation. Donc nous, on travaille sur l'accompagnement de projets d'exploration qui travaillent sur les enjeux socio-écologiques. Et puis, à force de travailler avec tous ces gens qui passent leur quotidien à travailler sur ces enjeux, on s'est dit qu'on avait de la matière à amener dans l'enseignement supérieur pour essayer d'inspirer tous ces gens qui y travaillent. Donc, ça fait depuis 4 ans qu'on a créé le programme Campus pour vraiment accompagner la transition dans l'enseignement supérieur. Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Mathieu Lecaille, je suis doctorant, j'ai commencé un doctorat au laboratoire de tribologie dynamique des structures à l'ENTPE. Je suis ingénieur de formation, comme on l'a dit en introduction, j'ai suivi l'année dernière la spécialité ingénierie des low-tech qui a été présentée ce matin si vous y étiez à la conférence. Aujourd'hui, mon doctorat porte sur le comportement mécanique du pisé en lien avec la construction en terre crue. Et je suis très content d'être là et merci pour l'invitation. Et je remercie aussi les élèves pour l'organisation du forum. Bonjour à toutes et tous. Donc Damien Michaud, moi aussi je suis ingénieur de formation et j'ai pris ma claque environnementale il y a quelques années, comme quasiment tout le monde ici j'imagine. Suite à quoi j'ai fait une formation en philosophie de l'environnement, donc c'était bien complémentaire. Et après, j'ai travaillé au Shift Project sur l'intégration des enjeux socio-écologiques dans l'enseignement supérieur, au travers d'une initiative d'un projet qui s'appelait ClimaSup INSA, donc en partenariat avec les écoles du groupe INSA, mais en fait, on a consulté tous les établissements, tout type d'établissements dans le supérieur. Et donc, on s'est interrogé sur la manière d'intégrer ces enjeux-là dans les formations. Peut-être qu'on y reviendra, je ne vais peut-être pas détailler maintenant. Merci pour vos présentations. Alors pour commencer, on peut s'apercevoir que la low-tech, elle s'est particulièrement développée dans le milieu ingénieur. Et donc on vous propose pour commencer un léger débat. C'est pas vraiment un débat, c'est plus un temps où vous pourrez échanger un peu plus librement en vous répondant les uns aux autres sur la question du rôle des ingénieurs dans la société. À quoi ils servent? Ça peut être à la fois une approche historique que vous pouvez nous donner, ou sinon votre avis personnel. Donc vous êtes libre d'intervenir comme vous le souhaitez. On me regarde. Au-delà de l'historique qu'on pourrait faire, moi j'ai surtout envie qu'on s'interroge sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, quel rôle il pourrait prendre en fait l'ingénieur, enfin les ingénieurs. Je pense qu'il doit reprendre une certaine partie du pouvoir entre guillemets, dans le sens où je trouve qu'on a beaucoup vu les ingénieurs comme des outils, comme si on était des machines, un peu des outils au service du grand capital, des directions, etc. Ce qui n'est pas forcément faux, mais c'est comme la technique. La technique et les ingénieurs ne sont pas que des outils, évidemment. Ils peuvent influencer eux-mêmes, beaucoup plus que ce qu'ils imaginent, je pense. Donc pour moi, il y a vraiment ce rôle de comprendre que les ingénieurs, ils ont vraiment un rôle très important à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils sont au centre de la conception des systèmes techniques qui sont partout, quoi. Aujourd'hui, si vous regardez ici, il n'y a rien qui n'a pas été fait avec l'intervention des ingénieurs, mais absolument rien. Et c'est pareil pour tout le monde sur cette terre, où on va dire 95% des gens. Donc on a un rôle vraiment énorme à jouer. La question c'est comment est-ce qu'on prend ce rôle? On sait qu'on ne va pas être les seuls à décider, et ce ne serait pas souhaitable d'ailleurs qu'on soit tout seul dans une démocratie qui ne serait pas une démocratie du coup. Et donc moi je pense que les ingénieurs, ils ont un bagage intellectuel qui leur permet de faire certaines choses. Donc comme ils comprennent bien le système technique et qu'ils ont une formation scientifique, je pense qu'ils doivent prendre le rôle déjà de dévoiler quels sont les effets, les impacts de chaque choix technique qu'on peut faire. Et aujourd'hui, il faut qu'il... je dis il faut, il pourrait, on va dire, mais à mon avis, il faut quand même, qu'il dévoile en fait tous les impacts environnementaux, mais aussi sociaux, sociétaux, et qu'on arrive à vraiment ouvrir ce prisme-là de tous ces impacts qui sont énormes. À chaque fois qu'on conçoit un service, un produit, alors dans le numérique, ça va être, tout va exploser en termes d'impact. Là, on est sur une courbe exponentielle. Il faut vraiment qu'on prenne nos responsabilités, je pense, collectivement là-dessus. Et donc ça, c'est ces premiers versants, je pense, de leur rôle, c'est dévoiler quels sont les impacts réels des choix qu'on fait, du début du cycle de vie d'un produit jusqu'à la toute fin, avec les effets rebonds potentiels sur la société. Et ensuite, c'est évidemment proposer des solutions. Donc ça, c'est l'éco-conception, mais moi, derrière le terme éco-conception, je pense qu'il faut qu'on y mette une ambition très 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 élevée,
et pas juste avec des standards un peu amoindris comme on le voit parfois. Je vois des entreprises qui disent on fait de l'éco-conception, bon il y a des emballages en carton quoi, en gros, et puis c'est tout quoi. Donc ça suffit pas du tout. Donc pour moi il faut qu'on déploie en fait dans l'éco-conception tout ce qui permet de répondre aux impacts trop élevés qu'on a vus. Éventuellement, si on pouvait créer des impacts positifs, donc des externalités positives, restaurer le vivant, des choses comme ça, bah, pourquoi pas. Mais là, on en est tellement loin déjà, essayons de ne pas créer de nouveaux impacts négatifs. Ceux qu'on est obligé de créer parce que c'est vraiment indispensable et qu'on a vérifié qu'il y avait une utilité à créer ce produit ou service, il faut vraiment limiter au strict nécessaire les impacts. Ouais, on remonte la chaîne comme ça. Et je pense que la low-tech, c'est un des meilleurs moyens pour y arriver. Mais je ne pense pas qu'il faut qu'on en fasse non plus une religion. Il faut qu'on puisse l'articuler avec toutes les autres démarches qui existent et qu'on soit malin. Parce que dans l'éco-conception, il y a plein de courants en fait, de pensée pour concevoir ces objets, ces services. Donc il y en a qui vont parler de redirection écologique, de renoncement. On a les principes d'économie circulaire qui se retrouvent un peu partout, qui sont à la fois intégrés et à la fois transversaux. On a tout ce qui relève du biomimétisme. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses et je pense qu'il faut qu'on prenne du recul par rapport à ça. Et je vais peut-être céder la parole, parce que j'ai beaucoup parlé. Pour moi, l'ingénieur, il répond techniquement à un besoin de la société. On lui pose un problème et lui, il doit amener la solution en prenant compte les réalités physiques. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des fois où on s'affranchit un peu trop, peut-être, des réalités physiques. Et donc moi, pour moi, l'ingénieur de demain, en tout cas, il doit répondre à ces demandes de la société tout en restant dans ces limites planétaires et dans ce donut que tu as très bien expliqué en introduction, pour vraiment essayer de proposer des solutions sociétales tout en considérant ces limites et toutes les contraintes physiques dont on ne peut pas s'affranchir aujourd'hui. Newton, on ne s'en affranchit pas, les limites planétaires, on ne s'en affranchit pas non plus. Et pour moi, c'est effectivement le rôle d'un ingénieur de répondre à ça. Et puis, si le cahier des charges qu'on donne à l'ingénieur, il n'est pas assez exigeant, et peut-être que c'est à lui de complexifier un petit peu le cahier des charges qu'on lui propose. Voilà ma vision de l'ingénieur d'aujourd'hui, j'espère. Finalement, j'ai très peu à ajouter. Mais je crois déjà la question qui est posée, elle est très française, de savoir qu'est-ce que le rôle de l'ingénieur. Je crois qu'on est un des pays qui se le pose le plus. Et d'un point de vue historique, je pense que c'est pas anodin. C'est un héritage qu'on a du 19e, l'importance qu'on a donnée à cet acteur dans l'ingénierie. Notamment, on le voit à travers les écoles, l'école des ponts, l'école des mines sont arrivées au 19e et ont donné cette importance au rôle de l'ingénieur. Et la conception qui lui est donnée aujourd'hui, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre le domaine technique, scientifique, qui va exploiter ses connaissances au mieux, les optimiser, pour servir un bénéfice de la collectivité qu'on aurait défini collectivement. Ouais. Non, je pense que c'est très bien. Non, la chose que je voulais ajouter, c'est souvent, je fais un peu le parallèle de l'ingénieur et à la technique, ce qui est le médecin à la santé. C'est faire cet intermédiaire, en fait, c'est celui qui va prescrire finalement l'orientation des projets sociaux qu'on s'est collectivement donnés. Et on a longtemps, notamment, encore une fois avec cet héritage du 19e, déresponsabilisé le rôle de l'ingénieur en disant qu'il était dans une position neutre, d'utiliser... oui, tu l'as dit, Damien. Et je crois qu'un des enjeux du rôle de l'ingénieur, c'est de responsabiliser les ingénieurs qui sortent des écoles, mais aussi ceux qui sont en place, dans le rôle qu'ils ont, parce que chaque décision qu'ils prendront technique auront des implications sur nos rapports sociaux, sur l'orientation des flux de matière, etc., etc. Okay, merci beaucoup pour ces partages de points de vue. Et on parle beaucoup de l'ingénieur, mais dans vos discours, j'ai l'impression qu'on ne prend pas trop cette vision de pluridisciplinarité qui est désormais carrément nécessaire. On parle souvent de l'ingénieur, mais plutôt seul dans son écosystème. Mais est-ce que vous pensez que
quoi la low-tech pourrait répondre justement, s'inscrire dans cette nouvelle définition de qu'est-ce qu'un ingénieur, en prenant en compte cet aspect nécessaire d'avoir une pluridisciplinarité. Est-ce que la low-tech vient répondre à tous ces enjeux? Libre à vous de répondre. Je ne sais pas si c'est la low-tech qui nous en fera prendre conscience, mais c'est le fait que les enjeux sont nombreux, qui sont complexes, qui sont interreliés. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la vision systémique qui est nécessaire. Donc comme la crise écologique, si on peut l'appeler comme ça, elle est extrêmement complexe, elle se déploie partout. Et donc tous ces enjeux sociétaux, physiques, techniques, économiques, ils sont tous interreliés. Il faut qu'on comprenne ça. Et si on a des méthodes de conception en tant qu'ingénieur qui nous permettent de le faire, c'est plus que le bienvenu, c'est même indispensable. Je pense que c'est ce qu'on demande aussi à l'ingénieur aujourd'hui, c'est d'élargir son spectre d'action. Aujourd'hui, les ingénieurs sont déjà interdisciplinaires dans les entreprises. Ils savent très bien fonctionner avec plein d'autres services sur plein de sujets différents. Surtout s'ils bossent sur des sujets territoriaux, par exemple. Donc il faut aller consulter les citoyens pour installer des éoliennes, il faut consulter les mairies, les réglementations, etc. C'est déjà assez interdisciplinaire. Donc je pense que c'est déjà un point très très fort des compétences des ingénieurs. Par contre, il faut étendre encore plus, il me semble, les ailes de cette interdisciplinarité pour que ça aille sur tous les enjeux qu'on a cités juste avant. Oui, je pense que le lien est primordial entre le problème qui est tout à fait systémique et donc derrière l'approche qui sera transdisciplinaire. Et amener cette transdisciplinarité dans la formation de l'ingénieur c'est un vrai enjeu, notamment pour avoir une réflexivité sur les décisions qu'on prend, comment on prend nos décisions. Et on aura l'occasion d'en reparler avec l'enseignement de sciences sociales également dans les cursus d'ingénieurs. Ouais, je pense qu'il y a un langage commun. L'enjeu pour moi est en tout cas l'interdisciplinarité, d'être capable de discuter ensemble, de se comprendre, de développer un langage commun, et notamment autour de ces enjeux de transition où chacun peut avoir son prisme de lecture. Et donc là, il y a un enjeu de compréhension, de capacité de discuter ensemble en comprenant la même chose et en amenant des points de vue et des contraintes différentes entre un ingénieur, un biologiste, un économiste. Et ça, il y a un fort enjeu, je trouve, à être capable de discuter et de comprendre vraiment ce que me dit la personne en face quand elle a une spécialité différente de la mienne. Ouais. Merci pour ces échanges. Je peux rajouter un point complémentaire. Bien sûr, vas-y. Parce qu'il y a le côté, effectivement, être capable de discuter avec des experts issus d'autres milieux pour pouvoir tenir compte d'effets, d'impacts desquels on n'est pas du tout spécialiste, par exemple, des impacts de société, par exemple. Mais je pense qu'il y a aussi, dans l'autre sens, quelles sont les compétences des ingénieurs aujourd'hui qui devraient évoluer pour que l'ingénieur lui-même soit plus pédagogue avec les groupes de travail avec son écosystème, en fait. Parce que je pense qu'on doit tous maintenant, et c'est pas que les ingénieurs, c'est n'importe qui dans la société, doit se faire aussi un levier local des transformations nécessaires. Et donc comme ça, et si dans nos formations, d'ailleurs le mot est peut-être un peu discutable, mais bon, bref, dans nos formations, si on a aussi des moyens de monter en compétence justement sur cette question-là, ça me paraît indispensable, parce que du coup on a un effet qui va se démultiplier. Si on vous apprend à l'école comment faire de la super conception low-tech, vous arrivez dans une grosse boîte, et en face de vous, vous avez que des techniciens, des directions, des commerciaux qui ne sont pas du tout formés à ça, mais vous n'êtes pas capable de leur parler, de transmettre ces messages sans agressivité, parce que ça ne va pas marcher si vous êtes agressif, évidemment. Donc il faut une certaine pédagogie. Donc il faut aussi que la pédagogie, elle vienne, je pense, de l'ingénieur. Et ça, on n'en parle quasiment jamais, je trouve. Je complète. Il y a bien sûr le dialogue, et je crois aussi c'est le corollaire, c'est sur la nature des solutions. J'aime pas trop ce mot solution, mais au moins il permet de comprendre ce que je veux dire. Les solutions qui sont proposées derrière, il y a un enjeu de synergie entre toutes ces disciplines. Là, je prends ma casquette de doctorant dans la recherche. Il y a une expertise très spécialisée dans le milieu de la recherche et très peu de dialogue entre toutes ces disciplines. Et je pense que le fait de faire discuter ces disciplines entre elles
permettront d'avoir une synergie importante et comment dire, la somme des solutions apportées, si le problème avait été traité en silo par chacune des expertises de la recherche, n'est pas est inférieure même à une solution trouvée qui aurait dialogué entre toutes ces disciplines. Je prends par exemple l'exemple que je connais bien, qui est dans la construction en terre crue. Certains laboratoires qui s'intéressent à ce matériau, qui vont dialoguer très peu avec d'autres disciplines comme l'architecture, la sociologie, vont s'enfermer dans des impasses technologiques pour essayer d'optimiser au maximum un matériau et se priver d'une ressource de richesse des autres disciplines. Nous, ce qu'on essaye de faire dans le travail dans le cadre de ma thèse, c'est d'aller dialoguer avec les architectures, trouver d'autres solutions que uniquement techniques, d'optimisation, pour, par exemple, penser d'abord avec le matériau, comment je vais réussir à avoir des pratiques architecturales pour le mettre en œuvre, et pas seulement aller dans une impasse ou un verrouillage technologique. Ben, merci pour ces échanges. On va s'arrêter là pour cette première question. On a pas mal du coup parlé là de l'importance de la pluridisciplinarité dans les enseignements. Alors là, c'était pas forcément dans les enseignements, mais plus dans le cadre professionnel, l'importance que différents corps de métier travaillent ensemble. On peut voir aussi cette importance-là dans le cadre des formations, apprendre aux étudiants à travailler avec des étudiants d'autres disciplines, d'autres écoles potentiellement. Ça ferait partie d'un format d'enseignement différent. Je vous ai parlé en introduction qu'on allait discuter justement de formats d'enseignement plus low-tech. Est-ce que vous pourriez nous donner, nous dire en quoi un format d'enseignement low-tech se différencie d'un format d'enseignement classique, comme on peut imaginer par exemple en université où il y a des cours magistraux, des TD simplement. Tu peux définir ce que tu appelles le format d'enseignement low-tech ? Eh ben, je vous invite à le définir même par vous-même. Qu'est-ce que ce serait pour vous un format d'enseignement plus low-tech, qui corresponde aux valeurs de la démarche low-tech ? Par exemple, Damien, tout à l'heure, tu nous disais que le terme formation n'est pas forcément le plus adapté, ou éducation n'est pas forcément le plus adapté. Peut-être qu'on pourrait parler d'apprentissage. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? Par exemple, Mathieu, tu as vécu la pédagogie par projet aussi, si tu veux témoigner. Bon, j'attaque, ça a l'air d'être un sujet épineux. Je pense que la pédagogie par projet, en tout cas, est d'actualité. Alors, ça dépasse même le sujet de la low-tech, mais en partant du principe qu'en fait, la connaissance est disponible immédiatement, quel est l'intérêt encore aujourd'hui de passer des heures d'amphi à diffuser la connaissance. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire amenons la critique. Comment je forme en fait les étudiants à devenir critiques face à l'information qu'ils ont en abondance. Et ensuite, comment ils font avec cette information. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on enseigne la complexité. On comprend la complexité, mais par contre, on est incapable d'agir avec cette complexité. Et pour moi, c'est là où la formation d'ingénieur low-tech devrait aller, en fait. C'est comment on agit avec cette complexité, comment on mène des projets avec cette complexité par l'interdisciplinarité. Et du coup, en fait, ça, on l'apprend en faisant, en menant des projets. Et c'est la pédagogie, je pense, que vous avez vécue cette année. Et j'espère qu'elle vous a plu. Non, je rebondis, je suis d'accord. Et je me disais, c'est vrai que dans les sciences de l'ingénieur ou dans les fondamentaux de l'ingénieur, on est beaucoup sur des sciences de l'exactitude, alors qu'en réalité, sur le terrain, on n'a jamais d'exactitude. On va avoir des enjeux qui vont être complexes, qui vont être nombreux à gérer, même si on ne parlait pas d'écologie, je dirais. Dans tous les cas, c'est comme ça. Quand on arrive dans une boîte, dans une organisation, dans une institution, les choses sont plus noires et blanches comme avant, quoi. C'est plus compliqué. Et donc nos formations, aujourd'hui, si on est trop disciplinaire, elles ont tendance à nous formater un peu le cerveau comme ça, quoi, je trouve. Et à moins nous former à la réflexion, à être capable de se débrouiller quand on n'a pas les bonnes données, il faut être capable d'aller les chercher ou d'estimer les ordres de grandeur. De toute façon, la vraie vie, c'est comme ça. C'est pas comme les maths où on a toutes les hypothèses. Les maths sont un support, mais c'est pas la vraie vie. Donc
Moi, je suis d'accord qu'il y a besoin de s'appuyer sur des apprentissages où on met vraiment l'apprenant au centre, absolument dès le début des formations. Et ça lui permet justement de développer son esprit critique et aussi de s'attaquer à des cas concrets. Il faut qu'on ait des cas concrets, il ne faut pas que ce soit des cas trop déconnectés du réel. Il faut qu'il puisse percevoir à la fois l'utilité de ce qu'il fait, parce que ça motive en fait pour apprendre, tout simplement, et aussi qu'on puisse le confronter à la réalité du terrain, donc aux difficultés. Comme je disais, l'exemple de ne pas avoir les bonnes données, ou alors les personnes que vous devez interviewer elles sont malades, donc comment est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'il faudra bien décider comme ça dans la vraie vie après, quoi? Tu veux compléter sur... Non, je suis patate chaude. Le fait que enseigner la low-tech, ça questionne déjà de comment on enseigne. On est sur des formats qui sont moins descendants. Tu pourrais parler de sciences de l'exactitude. C'est plus une invitation à expérimenter, que ce soit pour l'enseignant ou également pour les élèves. C'est une co-construction sur les contenus pédagogiques. À Centrale Nantes, il y a la pédagogie par projet qui a été trouvée et qui est hyper pertinente de mon point de vue pour enseigner la low-tech. Donc la pédagogie par projet, c'est un projet fil rouge tout au long de l'année autour duquel vont être apportés des contenus plus théoriques, pratiques, pour se former à répondre à une problématique du projet. Ça, c'est un premier aspect, c'est quel format. Je pense qu'il y a aussi l'importance de l'approche territoriale dans l'enseignement de la low-tech. Le fait que ça n'a pas de sens de travailler sur un catamaran en fibre de lin dans un territoire, par exemple à Lyon où je suis, ça n'aurait pas eu de sens. Pour monter ou enseigner la low-tech, je crois qu'il faut intégrer les acteurs locaux, se rapprocher d'eux, sortir des écoles, des universités, pour rencontrer ces acteurs qui ont, eux, des compétences que l'établissement n'a pas forcément. Parce que derrière, il y a un autre corollaire, c'est comment former les enseignants à ces enjeux-là pour qu'ils puissent derrière former à leur tour les élèves. Et je crois que c'est plutôt quelque chose de... c'est une co-construction entre les enseignants et les élèves où on apprend ensemble, d'abord par des petits projets, et au fur et à mesure, on arrive à monter un contenu. C'est tout. Moi, je peux juste compléter sur un point. Parce que je trouve que la low-tech, c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure sur le déploiement de la low-tech dans chaque spécialité, dans chaque secteur, pour qu'on puisse la traduire concrètement de manière un peu plus opérationnelle sur qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur des mobilités, mais on va dire pour toutes les mobilités, pour tout le monde, pour tous les acteurs de cet écosystème-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans le numérique? Qu'est-ce que ça veut dire dans le génie civil? Il faut qu'on arrive à le déployer, que ce soit la low-tech ou l'éco-conception. Il faut qu'on arrive à passer le cran d'après. Je trouve que c'est un cran qui est peut-être un peu difficile et qui commence à être... Il y a plein d'acteurs qui bossent là-dessus, évidemment, mais je pense qu'on est encore assez loin, quoi. Beaucoup. Ah, vas-y. Ouais, j'ai deux petits éléments, je vais essayer d'être très rapide. Sur ce côté, en fait, on n'est pas assez loin, on ne sait pas ce que c'est la low-tech dans la mobilité, on ne sait pas ce que c'est la low-tech dans le numérique. Et l'avantage, c'est que personne ne le sait, en fait. Autant quand on est étudiant, il y a plein de fois où on se dit dans les entreprises, ils savent tout, et moi, je suis petit étudiant, je ne sais rien. Dans les problèmes, peut-être, de transition, personne ne sait rien. Et à partir de là, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, l'étudiant, il est sur le même pied d'égalité que tout le monde. Et par contre, lui, il a du temps à donner pour bosser sur des trucs où, en fait, en entreprise, on n'a pas le temps de le faire. Et donc ça, c'est un levier, en tout cas, qu'on a pas mal utilisé. C'est le regard neuf de l'étudiant qui a le temps de travailler sur des problématiques concrètes d'une entreprise où l'entreprise n'a clairement pas les moyens, le temps de se mettre sur ces sujets-là. Et en fait, quand c'est un étudiant qui amène ces sujets-là, c'est aussi un parti pris neuf, plutôt neutre, et qui est souvent pas mal écouté en fait par l'entreprise ou l'organisme en face. Et ça a été... nous, on est arrivé en tout cas à des discussions et des échanges super intéressants. Mais ça, c'était un premier point. Et pour moi, le dernier point, en fait, c'est si on parle d'enseignement low-tech, c'est-à-dire qu'à un moment, on a parlé d'enseignement des limites planétaires
Et pour moi, enseignement des limites planétaires égale prise en charge psychologique à un moment des étudiants, de comment on fait en fait pour gérer un étudiant qui là n'est pas capable d'ingurgiter plus d'informations pour sa propre santé mentale. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, de si on veut que les gens soient capables de se mettre en action, qu'ils soient capables de gérer aussi leurs émotions qui sont liées à ces problématiques. Et je pense que c'est un des freins de pourquoi en fait aujourd'hui on va pas plus loin, c'est on n'est pas capable mentalement de gérer le truc correctement. Et donc là, faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour que ce soit géré correctement. Pareil pour les enseignants, non? Complètement. Mais trop cool comme point, ça fait une super transition sur la question suivante qui a porté sur les freins et les contraintes, notamment sur la prise en charge de l'éco-anxiété ressentie par certains et certaines jeunes. Mathieu, plus si tu peux commencer par parler au niveau de la recherche, tu t'as mentionné le fait qu'il fallait renouveler entre guillemets ce corps professoral et peut-être plus accentuer sur le domaine de la recherche. Ça peut être une première piste bête, renouveler. Ouais, pardon. Non, mais ne nous méprenons pas. Je veux sensibiliser. Je veux offenser personne, pas renouveler. Voilà. Juste mettre au goût du jour, on peut dire. Bref, je laisse la parole à d'autres personnes. L'enseignement, ça passe pas seulement par les ingénieurs, mais aussi par la recherche. On sait que les deux vont de pair. Le contenu des programmes se fait aussi vis-à-vis des compétences des enseignants-chercheurs présents dans l'établissement. Et donc, il faut que ces enseignants-chercheurs puissent se former et s'intéresser à ces sujets. Alors, il y a beaucoup de contraintes dans la recherche. Pour pouvoir travailler sur ces sujets, il faut des financements. Bon, là, c'est un autre débat, mais c'est savoir qui finance quoi ou comment sont orientés les sujets de recherche. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est effectivement que la recherche et l'enseignement vont de pair. Et donc, il y a l'UTC, l'Université technologique de Compiègne, de Troyes, eux, qui sont assez avancés sur ces sujets de recherche sur les low-tech. Et je pense également qu'il y a des laboratoires, des écoles qui travaillent sur ces thématiques sans mettre l'étiquette low-tech dessus. Je crois que c'est le cas à l'ENTPE, où on travaille sur la construction en terre crue sans jamais parler de low-tech, mais dans l'approche, je suis convaincu qu'on est tout à fait dans la low-tech. Ouais. Moi, je pars du principe que la plupart des gens sont de bonne volonté. Et que s'ils ne changent pas, c'est que c'est difficile de changer. Tous les changements sont difficiles pour tout le monde. On a tous l'impression qu'on va perdre quelque chose. Donc je pense que pour les enseignants ou les chercheurs, ou ceux qui sont à la direction des formations, ou les entreprises partenaires, etc., il faut toujours qu'on se mette dans leur peau. Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? Ils ont quelque chose à perdre, ou en tout cas ils ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose. Donc tant qu'on n'aura pas adressé ces questions, enfin répondu à ces questions-là, je pense qu'on pourra toujours faire des injonctions, mais elles seront vaines. Et on sait bien que ça ne marche pas, les injonctions. C'est surtout dans le milieu de l'enseignement en général, quoi. Donc il me semble que si on ne répond pas à cette question-là, si on ne répond pas aux freins psychiques aussi qu'il y a, si on ne donne pas les conditions matérielles, si on n'accompagne pas à ces gros changements, parce qu'on est en train de parler de changement de posture. Si vous êtes un enseignant, ça fait 30 ans que vous faites votre cours selon une seule et même formule. Du jour au lendemain, on vous dit qu'il faut changer, tu n'es plus un enseignant, tu es un animateur de construction du savoir collectif. Moi, je trouve ça très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Il n'a pas le temps, il fait autre chose. Donc voilà, il faut se donner à la fois les moyens et aussi il faut se mettre à la place des autres, quoi. Donc c'est un peu facile, toujours, on est tous à ne pas vouloir recevoir des injonctions et on en donne aussi. Voilà, on a nos propres contradictions, donc je pense que c'est vraiment important de se dire qu'il y a ces freins-là, y compris aussi les habitudes, tout simplement. Donc comment est-ce qu'on fait sortir les gens des habitudes sans que ce soit mal vécu? C'est aussi toute une question d'accompagner les gens dans ces grosses transformations. Et après, est-ce qu'il ne faut pas arriver à mettre dans notre poche aussi tous les organismes qui gravitent autour, si on parle des écoles d'ingénieurs, la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs, la conférence des titres de l'ingénieur, les entreprises, les ONG, les associations étudiants, les associations enseignants. Il faut qu'on bosse ensemble et pas trop en mode compartimenté, quoi.
si possible. D'autres points? Ouais, pour rebondir sur ce côté bosser ensemble, du retour que j'ai en ce moment, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de confrontations, en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, entre pro-tech et pro-low-tech. Et je pense que le débat est vain. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. Et du coup, comment on arrive à amener en fait tous ces sujets-là au sein d'une école d'ingénieurs ou de n'importe quelle école, mais en tout cas la petite guéguerre, à un moment, elle va pas mener à grand-chose. Et donc, comment on arrive à bosser avec le collègue en fait, qui n'est pas forcément d'accord avec nous, qui a une vision différente de comment on va rester dans ces limites planétaires. Et en fait, faut peut-être avoir une logique de complémentarité en école d'ingénieur où en fait chaque besoin son niveau de technique adapté, et la high-tech elle va pas disparaître comme ça. De toute façon, il y aura toujours des endroits où elle sera pertinente, et donc vraiment sortir de cette logique de confrontation. Je pense que ça pourrait être constructif, et du coup effectivement en fait il faut des espaces de dialogue, il faut des espaces où on construit ensemble, et donc ces idées de convention où en fait on a le temps de discuter ensemble et de construire un programme qui permet de répondre aux envies, aux attentes de chacun, ça me paraîtrait intéressant à développer dans l'enseignement. Ouais. Alors, si tu veux, je rajoute un point. Hein. Eh bien, justement, j'allais te proposer de rajouter quelque chose, mais si tu as quelque chose à nous dire. Ouais, je me disais, il y a les acteurs économiques, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui ont compris qu'il y avait un problème avec le changement climatique. Ouf. Donc ils commencent à se dire, il faut qu'on traite la question de carbone. Donc ils intègrent dans leur processus de travail tout ce qui est mesure du carbone. Ils s'aperçoivent que c'est plus compliqué que prévu finalement. Donc là, ils recrutent plein de gens. Donc il faut former plein de gens à la comptabilité carbone. Ok. Prochain enjeu, ce sera la biodiversité, ne pas oublier les enjeux sociétaux, etc., etc. Donc ils vont cran par cran. Mais je pense que ce qui leur manque aussi, c'est qu'ils ont du mal à voir quand il y a des démarches, des initiatives à droite ou à gauche, ils ont du mal à se projeter sur est-ce que cette démarche-là, je peux l'intégrer chez moi? Est-ce que c'est valable pour moi? Donc on a cet enjeu de passer à une échelle plus importante, quoi, finalement, à être de l'ordre de se rapprocher de leurs problématiques à eux avec les solutions, entre guillemets, que proposent les low-tech ou autres. Et ça, c'est une manière... de toute façon, ils sont hyper pragmatiques. Ils voient un truc plus efficace et qui répond aux enjeux de société, ils sont contents, ils le prennent, quoi. Donc plus on proposera des choses qui répondent à ces questions-là de nous-mêmes, plus ce sera intégré automatiquement, quoi, entre guillemets. Merci. Est-ce que, avant de passer aux questions du public, tu pourrais nous parler rapidement des résultats qu'il y a eu avec le projet Climat Supinsa et des recommandations que vous avez pu faire, par exemple, sur les formats d'enseignement? Citer quelques recommandations qui ont été faites. Oui, alors dans ce projet-là, comme je le disais, c'était un projet qui a été fait en partenariat avec les 13 écoles du groupe INSA. Mais en réalité, l'idée, c'était vraiment de pouvoir formuler des recommandations qui étaient valables pour toutes les écoles d'ingénieurs, voire même une bonne partie de l'enseignement supérieur. Il y a des points qui sont complètement transposables, je pense. Donc on a travaillé sur la création d'un référentiel de compétences. Il y en avait plusieurs qui existaient, donc nous on a essayé d'en créer un qui était à la hauteur des ambitions, à la hauteur de la problématique sociale et écologique. Et donc on pense qu'il faut vraiment que ces thématiques-là déjà soient enseignées, en tout cas qu'il y ait un apprentissage très profond sur toutes ces thématiques-là, que ce soit climat, énergie, biodiversité, alimentation, agriculture, ressources, enjeux de société, mais aussi comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne avec les enjeux politique, tout simplement, politique, d'entreprise, l'industrie, tout ça. On est obligé de comprendre un petit peu comment ce monde fonctionne. Donc je dis pas qu'il faut un cours sur l'industrie, un cours sur l'entreprise. Voilà. Il faut qu'on arrive aussi à décloisonner, ça c'est clair. Dans les compétences, tout à l'heure on a beaucoup parlé de cette... en tout cas moi j'avais parlé du besoin de dévoiler ses impacts. Donc ça c'est tout ce qui est analyse de cycle de vie, comptabilité carbone, indicateur biodiversité, analyse de cycle de vie sociale. Tous ces outils-là, qui sont bien des outils d'ingénieurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on les rend pas entre guillemets obligatoires dans toutes les formations. Ça fait un certain temps que ça existe. C'est hyper puissant comme outil et on peut ensuite le décliner dans plein de secteurs, dans plein de problématiques. C'est déjà extrêmement puissant. Dans les boîtes, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc il faut mesurer, c'est obligatoire, c'est comme ça.
On ne peut pas mesurer un progrès si on ne sait pas d'où on part. Après, je pense qu'il y a aussi des enjeux qui relèvent plus des sciences humaines et sociales. Et ça, c'est le bas blesse dans pas mal d'écoles d'ingénieurs, mais pas toutes, ça dépend lesquelles. On a besoin justement que les ingénieurs ne soient pas issus que des filières, n'aient pas un esprit que scientifique dans le sens sciences dures, dans le sens maths, physique, sciences de l'ingénieur. On a besoin qu'il y ait une vision aussi un peu plus transversale de ces enjeux de société, avec, je sais pas, moi, des cours d'éthique, des cours sur... tu avais mentionné des cours de sociologie, par exemple, pourquoi pas. Donc on a besoin de ces SHS, sciences humaines et sociales, pour pouvoir adresser toutes ces questions-là. On ne peut pas rester sur une question uniquement technique. On a bien vu que c'était ça le problème, c'est que la technique aujourd'hui, elle était trop dans son entre-soi, quelque part. Donc on a besoin de sortir de ça avec cette interdisciplinarité. Et donc dans les formulations de parti pris pédagogiques qu'on avait pu mettre en valeur, c'était évidemment toutes les pédagogies les plus actives possibles. Je ne reviens pas trop dessus parce qu'on en a déjà parlé, donc c'était plutôt ça. Je mets juste aussi une idée qu'on avait proposée, c'était que lors d'un cursus, donc par exemple dans une école d'ingénieur en 3 ans ou en 5 ans, ce serait intéressant qu'il y ait plusieurs moments, une espèce de fil rouge, où les étudiants ils peuvent se poser la question de ce qu'ils veulent faire plus tard, de comment est-ce qu'ils veulent se positionner dans leur futur métier par rapport à ces enjeux-là, et qu'ils puissent se construire au fur et à mesure cette réflexion, au fur et à mesure de leur expérience, leur discussion avec leurs potes, avec des enseignants. Peut-être qu'il y a un enseignant qui soit là, pas pour dire ce qu'il faut faire, mais plus pour lui poser des questions, lui donner des méthodes de réflexion. Donc ça pourrait aussi être un point qui fait qu'on évite d'avoir des étudiants qui, à la fin des 5 ans, se disent pourquoi j'ai fait ça, quoi. Parce qu'on a besoin d'une majorité de gens qui changent le système de l'intérieur, parce qu'il ne va pas se changer tout seul, et il est dominant. Donc il faut le changer de l'intérieur. On a besoin de gens qui perturbent le système de l'extérieur, une minorité, mais active, militante. Donc je pense qu'on a besoin de ces deux-là, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, les bifurqueurs, les déserteurs et ceux qui changent de l'intérieur. On voit un peu ce que tu veux dire. Maintenant, on va passer aux questions du public. Et juste 2-3 petites infos. On aimerait respecter la parité dans la prise de parole. Et pour rendre un peu le moment le plus convivial, si vous voulez bien vous présenter brièvement et dire d'où vous parlez lorsque vous posez votre question. Voilà. Eh bien, je vous laisse lever la main si vous avez une question. J'en vois déjà une tout là-bas au fond. Bonjour, Maxime Patry de Hello. On a déjà développé, nous, dans ma structure, des formations et on donne des interventions sur des durées courtes, mais comme aussi des formations sur des week-ends. Et en fait, on a vraiment du mal à trouver lequel des deux formats est le plus pertinent et celui sur lequel on doit investir le plus de temps, parce que justement, on n'est pas des étudiants et on a un temps limité. Je sais que Cécile aussi, chez Explore, vous avez, et Holotech Lab, expérimenté plein de formats. Et je voulais avoir votre avis sur lequel des deux était le plus pertinent, entre plutôt favoriser plusieurs interventions qui vont semer des graines, ou plutôt justement investir beaucoup de temps et éventuellement beaucoup d'énergie à faire une intervention plus sérieuse, plus poussée, comme développer une option low-tech projet, mais qui va toucher peut-être moins de monde, mais de façon plus impactante. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Un retour d'expérience? Je pense qu'il faut tout. En tout cas, nous, on a tout fait, tout testé. C'est très... je vais le dire, j'essaie de le dire avec humilité. On a testé beaucoup de formats différents. Là où je pense qu'on a un résultat, c'est quand il y a de l'humain, en fait. Quand là, on discute et ils disent on était 12, c'était hyper intéressant d'apprendre ensemble pendant 6 mois, de comment on fonctionne ensemble, de comment on gère un projet ensemble, de toi, le format que tu as vécu pendant 2 jours, ou pareil, une quinzaine à vivre vraiment quelque chose ensemble de fort, où en fait on a la capacité de partager ces problématiques avec quelqu'un, au-delà de la formation théorique qu'on nous amène. Et je pense que c'est là où il peut y avoir le plus de déclic, où en fait on gère l'aspect humain en plus de l'aspect théorique, savoir, connaissance et transformation, quoi. Donc moi je dirais mettre de l'humain dans tout ça.
Oui, ça dépend des personnes. On plante une graine si, si la graine n'est pas déjà là, il y a besoin de planter des graines chez de nombreuses populations. Mais si la plante a déjà poussé, ça ne sert à rien de planter une graine, il vaut mieux apporter du compost. Et donc, je rejoins ton avis. Bonjour, Jean-Baptiste, je travaille dans le numérique, je suis un peu formé au numérique responsable et sinon je travaille dans le product management. Moi, je me pose pas mal la question, comment est-ce qu'on arrive à valoriser ça? Parce que je suis convaincu par 100% de ce que vous dites, mais je trouve que derrière, une barrière à l'entrée qui n'a peut-être pas assez été évoquée, c'est OK, sauf qu'on a une injonction de faire du business, c'est bien beau de faire de la CV, mais ça coûte 10, 15, 50 000 euros quand on veut le faire sérieusement. Comment est-ce qu'on arrive à... Déjà, comment est-ce qu'on apprend aux étudiants à un peu vendre ça, sensibiliser? On en a un peu parlé, mais globalement, je trouve qu'il y a un peu un truc à faire et je voudrais savoir si vous avez des avis, des choses pour un peu valoriser ça, mais aussi concrètement, quoi. Parce que moi, à titre perso, je suis convaincu que on l'ajoute comme un argument marketing, mais c'est pas ça qui va faire le premier move, en fait. C'est quand on va percevoir une valeur business, de marque derrière, quoi. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est un des freins qui a été très vite pressenti durant mon année, ou une question que je m'étais posée à titre personnel, de savoir comment rendre une structure pérenne. Et je pense si on fait le tour aujourd'hui sur le forum, c'est un dénominateur commun à toutes les structures, c'est quel bon modèle de business model. Et là, on retombe sur l'enjeu de l'enseignement transdisciplinaire. Aujourd'hui, la low-tech, elle est beaucoup traitée par les ingénieurs et très peu par d'autres écoles, les écoles de commerce. Et je pense que là, ils auraient leur valeur ajoutée à travailler sur ces sujets-là. Quel nouveau modèle inventer pour rendre la structure, les structures pérennes économiquement viables? Là, aujourd'hui, c'est encore de l'expérimentation. Je pense à Appala. Ils ont fait des travaux avec les étudiants juste en face d'Audencia pour trouver des alternatives dans les modèles d'entreprise, de société. C'est une question complexe et qui va dépendre, je pense, de chaque structure, de chaque secteur, de chaque entreprise, si on parle des entreprises. Je pense que si vous êtes une PME avec des moyens très limités et toujours sur le fil, ça va être compliqué. Il y en a pour lesquels ce sera plus simple que d'autres, mais si on a un dirigeant qui a une vision et qui ne dépend pas d'actionnaires, on peut faire des choses. On peut développer au moins sa vision. Et dans sa vision, on peut intégrer, lui faire comprendre aussi qu'il y a des enjeux de résilience. Et ça, c'est des choses très concrètes. Qu'est-ce qui va arriver demain comme réglementation qu'il vaut mieux anticiper plutôt que subir? Qu'est-ce qui va arriver demain comme crise énergétique qui fait que l'électricité va coûter 3 fois le prix? Qu'est-ce qui va arriver qui fait que les matériaux qu'on utilise ou qu'il va y avoir de l'outsourcing du code en Inde et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, je pense qu'il faut qu'on utilise aussi les outils de prospective, ou en tout cas à minima, en fonction des moyens qui existent, évidemment, pour parler de ça. Quelle vision on veut avoir pour notre entreprise? Après, il y a la question vis-à-vis des personnes qui bossent dans cette boîte. La marque employeur, ça devient quand même un vrai sujet. Donc ça dépend vraiment, évidemment, des boîtes, des catégories de personnes. On voit que les études sur les aspirations des étudiants se contredisent toutes. Il y en a qui disent oui, mais je suis prêt à ne pas aller chez tel employeur s'il ne prend pas le climat en compte de manière sérieuse. Et en même temps, les plus grosses études statistiques montrent que finalement, ça reste le salaire qui est le numéro 1 des critères, encore et toujours. Ce qui n'est pas forcément anormal, on a tous des besoins. Donc, je pense qu'il y a cette question de la marque employeur pour ceux qui recherchent, en tout cas, un sens à leur travail, qui recherchent à fidéliser aussi les personnes, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui quittent les entreprises assez rapidement quand ça leur plaît pas, parce qu'il y a la qualité de vie au travail qui est pas là, le sens qui est pas, en plus on va pas adresser ces enjeux-là. Donc pour une partie des gens, c'est quelque chose qui va marcher. Et après, il y a un autre point, c'est dans un certain nombre de cas, faire des ACV, ça veut dire quoi? Réduire les matériaux, réduire l'énergie qu'on utilise. Donc à la clé, c'est quoi? C'est des économies. La RSE, quand on le fait sous un certain angle, ça peut faire des économies sur certains plans. Il y a d'autres où ça ne va pas être le cas, je suis d'accord, ça va être plutôt des surcoûts. Donc ça dépend de chaque situation. Et enfin,
Je pensais à tout ce qui est, si je donnais l'exemple par exemple des grands projets d'infrastructure ou de construction, si vous bossez dans un bureau d'études, vous vous dites bah, moi je suis le bureau d'études, c'est pas moi qui décide, c'est Vinci ou c'est l'État, du coup moi je fais ce qu'on me demande. Sauf qu'en fait vous faites ce que vous demandez selon le cahier des charges. Sauf que comme je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, si tu arrives à re-questionner le cahier des charges en montrant par un calcul de coin de table, bon, tu as investi quelques heures en faisant une espèce d'ACV un peu basique, en montrant qu'on peut changer de direction sur les choix technologiques et en fait même sur le cahier des charges. C'est peut-être pas les usages qu'on voulait, finalement il faut peut-être questionner les usages plutôt que la solution technique. On va montrer au client final, donc de l'infrastructure par exemple, bah, qu'en fait il fallait peut-être déjà penser dès le début à mettre une piste cyclable au lieu d'y penser plus tard, parce que ça lui coûtera moins cher, que les usages de toute façon sont en train d'évoluer, il faut prévoir la multimodalité. Et donc là, ils n'ont pas toujours, en fait, les décideurs n'ont pas toujours conscience de tout ça. Donc si vous êtes formé à ça, vous pouvez leur faire une sorte de prise de conscience sur ces enjeux-là. Donc évidemment, il faut que ça s'accompagne d'une estimation grossière de quels sont les impacts positifs, les externalités négatives, le coût, le surcoût ou les économies. Et voilà, ce sera des réponses complexes. Mais je pense qu'on peut intervenir sur différentes sphères. C'est pas simple, c'est sûr qu'il faut être imaginatif, il faut y passer un peu de temps, quoi. Mais ça vaut la peine. Moi, je discutais ce midi là justement avec une personne qui était au développement économique dans une métropole. Et on discutait du plan B. En fait, dans ton entreprise, c'est quoi le plan B ? Si évolution des cours de l'énergie, des matières premières, c'est quoi le plan B ? C'est quoi le plan B que je peux développer ? Et en fait, même si le plan B reste un peu dans les cartons, mais voilà, au fur et à mesure, il se développe quand même dans l'esprit. Il vient pas contredire tout ce qui est fait et ce qui permet de payer les salaires à la fin du mois. Mais par contre, quand même, il y a une petite graine qui pousse. Des fois, on y met du compost et puis hop, d'un coup, les coûts de l'énergie augmentent et puis le compost prend et ça sort de terre. Et cette idée du plan B, je pense qu'elle peut être intéressante à se dire, en fait, en termes de résilience, qu'est-ce qu'il faut que je développe, qu'est-ce que je pourrais développer qui pourra me servir demain, en fait, et qui, un jour, quand mon plan A potentiellement n'est plus viable, j'ai le plan B qui voilà, aura déjà un peu maturé. Et je trouve que c'est une approche qui peut être intéressante, en tout cas vectrice d'un peu d'espoir et de capacité de faire. Et d'ailleurs, en entreprise, dans de nombreux secteurs, on a un outil qui existe déjà, qu'on peut faire évoluer. Ça s'appelle l'analyse de risque. L'analyse de risque, on en fait dans quasiment toutes les boîtes, au niveau finance, au niveau dans le BTP, dans le numérique, on en fait dans très très nombreux secteurs. Dès qu'on a un acteur d'une certaine taille, en général, on fait des analyses de risque. Or, dans les analyses de risque, on anticipe ce qui peut arriver, à quel horizon dans le futur, quelle est la probabilité que ça arrive et quel sera l'impact. Mais là-dedans, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas ces enjeux-là. Ces enjeux de souveraineté, si dans le numérique, il y a un enjeu de souveraineté, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu voilà, avec les crises récentes, mais pourtant, c'était déjà présent. Si on avait fait notre analyse de risque, on l'aurait vu. L'augmentation du coût de l'énergie, on l'aurait vu. Donc, et après, c'est pas mal aussi d'avoir des exemples illustratifs, concrets. Moi, c'est juste à titre perso que je peux donner un exemple, mais j'avais eu cette idée-là, de faire cette analyse de risque-là sur l'électricité en tant que particulier. Moi, je suis allé chez Enercop il y a quelques années, qui était beaucoup plus cher qu'EDF. Or, maintenant, ils sont moins chers qu'EDF. Parce que voilà, il y a l'augmentation des coûts qui est inéluctable. Merci pour cette question. On va en prendre une toute dernière. Et on a dit qu'on essayait de respecter la parité. Alors, si possible, si mesdames parmi vous, il y en a une qui a une question, n'hésitez pas. Mais je n'en vois pas, donc... Une, mais bon, c'est pas du jeu. Bon, sinon, je vais passer la parole à Loïc qui avait levé la main depuis un moment. Monsieur en chemise blanche, je vous avais donné le micro, mais je vous l'ai repris. Désolé pour la parité. Loïc de Label Tech. Moi, déjà merci à tous les trois. Vous avez parlé du rôle de l'ingénieur et d'élargir son champ d'action au-delà de la technique. Vous avez parlé aussi de la recherche. Est-ce que vous avez une idée de porte d'entrée pour amener de la low-tech, parce qu'il n'y en a pas du tout, dans les écoles de commerce ?
Je peux juste en introduction, mais après je te laisse. Je sens que tu avais des idées, mais en introduction, je peux te dire que le Shift Project avait conduit une étude similaire à celle des écoles d'ingénieurs en se basant sur les travaux des écoles d'ingénieurs, en essayant de le recontextualiser avec Audencia, qui est justement juste à côté. Donc il y a tous ces rapports-là qui existent sur le site du Shift, si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Après, je ne suis pas allé plonger dans le détail, mais c'est pas vraiment sur la low-tech dans le sens où les écoles d'ingénieurs l'entendent. C'est plus sur les évolutions plutôt du business model, des modèles marketing, etc., quoi. Mais évidemment qu'il faudrait notamment, je pense, qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux physiques qui ont été mentionnés tout à l'heure par Cécile. Il faudrait qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux physiques dans les écoles de commerce, parce que je pense que c'est un des enjeux pour faire comprendre que l'économie n'est pas décorrélée du monde physique. Et que, donc si on ne le tient pas en compte, comme nous l'a montré malheureusement la guerre en Ukraine, on se prend les effets rebonds de ces problèmes-là, quoi. Tu avais une idée? On a peut-être juste, il me semble, une intervention. Je vais peut-être me permettre de répondre parce que je suis professeure à Audencia et que j'ai conçu et animé le cours auquel peut-être vous faites référence, qui est sur inventer des business models soutenables dans le master acteur pour la transition énergétique. Où on a fait pendant 2 ans, c'était un court projet avec Apala, donc association écologique qui cherche à développer les low-tech. Donc pour répondre à votre question, c'est un sujet dont on s'empare récemment. On a monté aussi un projet de recherche interdisciplinaire avec mes 2 acolytes d'Audencia, Sciences Com et Polytech. Donc on développe une recherche là-dessus en se posant exactement votre question qui est quel peut être notre rôle et à titre interdisciplinaire dans ce développement de solutions écologiques. Et plus spécifiquement sur les business models, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et il y a un vrai enjeu qu'on a complètement pointé dans le cadre de ce cours, qui est autour de quel business model pour émergents et pour ce type d'activité, pour les rendre à la fois pérennes et aussi augmenter leur impact. On n'a pas trouvé la solution, mais on a des idées. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à œuvrer dans ce sens, à échanger un petit peu plus. Il y a un vrai, à mon avis, il y a un vrai enjeu d'interdisciplinarité humaine, c'est-à-dire d'amener des étudiants qui font des formations en école de commerce, qui sont en partie des gens en reconversion aussi, donc il n'y a pas que des... avec des gens qui ont des profils plus ingénieurs, plus techniciens, parce que justement, si on veut mettre vraiment en œuvre ce type de business model, ça suppose que ces gens travaillent ensemble, et pour l'instant, il y a des silos. C'est-à-dire que concrètement, les étudiants peuvent proposer des solutions sur des transparents, enfin sur des slides qui sont hyper intéressantes, et les acteurs ne vont pas s'en emparer. Donc il y a une dynamique collective à inventer aussi derrière. Voilà. Ouais, pour compléter, j'ai parlé plutôt de cette histoire de langage commun. Donc déjà, il y a un langage commun à développer autour de ces enjeux qui concernent pour le coup les écoles d'ingénieurs, l'école de commerce et toute autre profession. Donc ça, je pense que c'est un petit 1, c'est un prérequis. Et après, quand on a demandé la définition de l'ingénieur tout à l'heure, moi j'ai dit c'est quelqu'un qui doit proposer des solutions techniques face à la demande de la société. Et pour moi, en école de commerce, ce qu'on peut amener, c'est peut-être justement faire remonter ces besoins de la société de manière pertinente et en lien pour le coup peut-être plus avec cette partie intérieure du donut, donc les besoins de base en fait. Et du coup c'est quelque part en école de commerce qu'on va faire le cahier des charges sur lequel va s'appuyer l'ingénieur après, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire entre les besoins de la société et les solutions techniques qui pour le coup sont prises à ce moment-là. Oui. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis désolé, je vous invite peut-être à continuer votre échange après la table ronde, parce qu'il y en a une autre qui va suivre là sans trop tarder. Donc, on va être obligé de clôturer celle-ci. Merci beaucoup pour votre participation, en tout cas. Donc, la prochaine table ronde parle de réindustrialisation de la France en démarche low-tech. Et peut-être pour finir celle-ci, si vous avez un mot ou une phrase, mais grand maximum, à nous dire sur le sujet, ou pas d'inspiration. Pour vous remercier encore, et puis je pense une invitation aux élèves
d'explorer les low-tech et d'expérimenter par eux-mêmes. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est juste penser aux vivants. On est tous des êtres vivants. On essaie juste de sauvegarder notre petite planète isolée au milieu de l'espace. Pensons tous à ça. Se faire du bien et s'amuser, ça peut contribuer à ce que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.